Le cycle menstruel, il existe grâce à une conversation qui se fait entre le cerveau et les ovaires. Mais concrètement, comment tout ça se passe? Je suis allée poser toutes mes questions à deux chercheurs de l'INSERM au CHU de Lille, le docteur Vincent Prévost et le docteur Paolo Giacobini. J'ai eu énormément d'infos lors de ces deux interviews et donc j'ai décidé de passer à un nouveau format et de vous proposer dans cette grande série autour de la conversation entre le cerveau et les ovaires 3 épisodes. Le premier, celui d'aujourd'hui, qui est dédié à l'hypothalamus, ce chef d'orchestre du cycle menstruel. Dans un deuxième épisode, on parlera du SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, qui serait peut-être dû à un problème au niveau central. Et puis, en troisième épisode, on parlera de la mini-puberté. Pour les plus assidus d'entre vous, je vous réserve un épisode bonus sur les neurones AGNRH et leur rôle au-delà de la reproduction. Je m'appelle Alix, je suis la fondatrice de Magic Ovaries et instructrice en symptothermie. Sur cette chaîne YouTube, je vous apporte plein d'infos sur le cycle menstruel et plus globalement sur la fertilité. J'espère que cette vidéo vous plaira. À bientôt. Le cycle menstruel, ça fonctionne, comme vous avez bien dit, avec une communication entre cerveau et périphérie. Donc il faut savoir que déjà, il n'y a pas l'ovaire qui est en communication avec le cerveau, mais plusieurs organes, en fait, ils parlent avec le cerveau. Et c'est important d'avoir toujours cette communication en place, parce qu'en fait, quand il y a une communication aberrante ou non fonctionnelle, disons, ça entraîne des troubles ou des pathologies dites. Dans le cadre du cycle menstruel, en fait, les ovaires, ils arrivent à produire des hormones qui vont en fait être relarguées dans la circulation, et ces hormones dont la concentration change au fur et à mesure du cycle menstruel, ils vont induire en fait un codage, donc un message au cerveau pour induire en fait l'activation ou pas de certains circuits neuronaux. Les neurones agonodolibérines ou GNRH, qui sont véritablement les chefs d'orchestre en fait de la reproduction. Ces neurones qui se trouvent dans une toute petite région du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus et qui fait à peu près la taille de mon ongle, et une toute petite région du cerveau, mais est la région du cerveau qui contrôle pas seulement la fonction de la reproduction, mais toutes les fonctions qui sont nécessaires pour la survie de l'espèce. Donc le contrôle de la prise alimentaire, par exemple, le contrôle de la température corporelle, le cycle du sommeil, l'homéostasie énergétique en général. La conversation entre le cerveau et les ovaires est animée par une toute petite population de neurones, et des neurones qui sont tout à fait extraordinaires, car pendant l'embryogenèse, ils ne naissent pas dans le cerveau, mais ils vont naître dans le nez. Et ces neurones vont migrer du nez au cerveau pendant la vie fœtale. À la naissance, ils sont arrivés à destination, et dans une région qu'on appelle l'hypothalamus, et ils vont se projeter, ils vont projeter des axones, donc des bras, vers des vaisseaux où ils vont sécréter leur hormone qui s'appelle la GNRH, donc l'hormone qui contrôle la fertilité. Et ce sang va transporter cette hormone vers l'hypophyse antérieure, où elle va aller stimuler d'autres cellules endocrines cette fois-ci, qui vont relarguer dans la circulation générale, dans tout notre corps, des hormones qu'on appelle les gonadotrophines, donc des hormones qui vont activer les gonades. Et donc, via la circulation, elles vont atterrir au niveau des gonades, c'est-à-dire des testicules ou des ovaires. Et ces hormones-là vont stimuler la croissance de nos testicules et ou de nos ovaires, mais aussi ce qu'on appelle la gamétogénèse, c'est-à-dire la formation des spermatozoïdes et des ovocytes chez la femme, mais aussi promouvoir la sécrétion d'une autre hormone, d'autres types d'hormones qui sont essentielles pour justement instaurer ce dialogue et faire un retour au cerveau de ce qui se passe au niveau des gonades, qui sont les stéroïdes gonadiques. Donc les oestrogènes plutôt chez la femme et la testostérone plutôt chez l'homme, même si les deux sexes vont sécréter ces deux hormones. Et voilà, et donc les stéroïdes gonadiques vont exercer ce qu'on appelle une rétroaction sur le cerveau pour
inhiber ou activer le réseau de neurones dans le cerveau qui va contrôler ces neurones AGNRH. Les neurones AGNRH ont des prolongements qui s'appellent axones qui vont se projeter en fait à la base du cerveau dans un réseau qui s'appelle éminence médiane. C'est une petite région à la base de l'hypothalamus qui est caractérisée par un réseau de vaisseaux qu'on appelle fenestrés. Donc autrement dit, ces vaisseaux ont une particularité par rapport à d'autres vaisseaux, par exemple dans les cerveaux ailleurs, parce qu'en fait ils possèdent des petites fenestrations, des petites pores qui permet en fait à cette hormone d'être relarguée et aller agir sur une partie de l'hypophyse, que c'est la partie antérieure de la glande hypophysaire. Et dans cette partie de la glande hypophysaire, on a des cellules qui s'appellent cellules gonadotrophes qui expriment les récepteurs pour la GnRH. Donc les récepteurs à la GnRH, une fois que l'hormone, donc le GnRH même, va se lier au récepteur, vont instruire cette cellule hypophysaire pour la production de FSH, donc l'hormone folliculostimulante, et de l'ALH, donc l'hormone luteinisante. D'abord, on a une sécrétion de l'hormone folliculostimulante qui va promouvoir, disons, la folliculogénèse au niveau gonadique. Et ensuite, c'est vraiment l'ALH qui déclenche en fait l'ovulation. Plus l'ovocyte grossit, plus il va sécréter des oestrogènes, de l'ostradiol. Et à un moment donné, quand le follicule est prêt à être ovulé, il dit « je suis assez gros, je suis mature », eh bien il va sécréter énormément d'oestrogènes. Et c'est là, cette fois-ci, ce n'est pas le cerveau qui va commander l'ovulation, c'est le follicule qui va dire au cerveau « je suis prêt à être ovulé, faites quelque chose ». Le cerveau va percevoir ce message et va libérer de manière massive cette neurohormone GnRH qui va agir sur l'hypophyse, encore une fois, et ça va induire l'ovulation, le pic préovulatoire de GnRH et LH et la rupture du follicule ovarien, la libération de l'ovocyte. Comme une image vaut 1000 mots, je vous montre ici la fameuse phase folliculaire, durant laquelle 20 à 30 petits follicules commencent leur croissance en début de cycle, puis le follicule dominant va être élu, et ici, l'ovocyte va être relâché. Une fois l'ovulation passée, la poche du follicule vide va rester active dans les ovaires et va se transformer en corps jaune, qu'on nomme en latin le corpus luteum. Et c'est ce fameux corpus luteum qui donne son nom à la deuxième phase du cycle menstruel, la phase lutéale. Et c'est ce corps jaune qui sécrète de la progestérone. La progestérone a un feedback négatif, donc une action négative, disons, sur l'activité des neurones GnRH. Donc autrement dit, une fois que le corps jaune commence à relarguer notre hormone qui est la progestérone, cette hormone-là, il va instruire le cerveau pour baisser en fait l'activité des neurones GnRH et la sécrétion de LH et FSH, jusqu'à quand on recommence un nouveau cycle, parce qu'au bout d'un moment, le corps jaune va être en fait, va dégénérer et il va recommencer en fait les cycles. Il faut savoir que la sécrétion des GnRH est rythmique. Donc, nous, en jargon, on parle des pulsatilités des GnRH. Et c'est surtout cette pulsatilité qui est physiologiquement importante. Parce que quand on a une pulsatilité qui est accélérée ou elle est absente, ces exemples-là sont associés avec des troubles en fait, de la reproduction. Donc, il faut vraiment avoir une pulsatilité qui soit régulière, et même cette pulsatilité régulière change en fonction du cycle. Donc, c'est-à-dire que cette pulsatilité des GnRH va accélérer en se rapprochant au moment de l'ovulation. Donc, au départ, on a une fréquence de la pulsatilité relativement faible et une amplitude de cette pulsatilité. Donc, la fréquence et la largeur, disons, de cette pulse de relargage, c'est relativement faible au début du cycle et elle va au fur et à mesure accélérer parce que c'est la réponse en fait à l'estrogène. Et ensuite, quand cette fréquence elle augmente de façon significative, il va induire en fait le relargage de l'ALH. Parce qu'en fait, au moment de l'ovulation, on a vraiment pas seulement la fréquence qui augmente, mais un pic très très élevé
des sécrétions des GnRH. Donc là, encore une fois, ça reste un des miracles, disons, de la vie. En fait, comme cette modulation, elle est aussi parfaite dans la mesure où la fréquence des cycles il est bien régulée par des hormones circulantes et cette pulse soudain des GnRH, il est responsable de déclencher exactement à ce moment-là un pulse des LH et l'ovulation. Donc c'est vraiment un synergisme, une synergie entre la communication, comme vous avez dit au tout début de l'interview, entre l'ovaire et le cerveau, qui permet en fait ce phénomène exceptionnel. Et là, je me demande comment l'hypophyse fait la différence. Si le stimulus est le même, si à chaque fois c'est la GnRH qui vient donner l'info, comment l'hypophyse, elle sait que parfois elle doit fabriquer de la FSH et parfois de la LH? L'hormone va se lier exactement au même récepteur sur la même cellule et selon l'amplitude et la sécrétion et la fréquence de sécrétion des GnRH, elle va instruire cette cellule pour la production d'une hormone plutôt que de l'autre. Donc ça, c'est absolument spectaculaire et pour moi super intéressant. Exactement, c'est un peu comme un langage morse en fonction du rythme. Et il y a quelqu'un de l'autre côté qui arrive en fait à décoder ce langage et à répondre de façon adéquate. Pour avoir une vraie notion du rythme de sécrétion de ces hormones chez la personne, on va lui faire des prélèvements de sang toutes les 10 minutes, pendant 24 heures parfois. Et du coup, pour avoir le plein profil de la sécrétion de cette neurohormone. Donc c'est assez difficile à saisir par une simple prise de sang. Il en faut plusieurs et à des intervalles réguliers. La GnRH, elle a aussi d'autres fonctions que la reproduction. Et là, notamment, hier, j'ai eu un article qui a été accepté où on montre en fait qu'une surpopulation des neurones GnRH qui se retrouvent dans les bulbes olfactifs, donc dans une partie du cerveau qui est responsable de la décodification, disons, des odeurs. En fait, là aussi, on retrouve une toute petite population de neurones GnRH dont on ignorait en fait leur fonction parce qu'on pensait que globalement ces neurones-là étaient un peu perdus dans les cerveaux et n'avaient pas forcément en fonction. Et là, on a publié un très bel article qui a été accepté hier, donc il va sortir dans les prochaines semaines. On est capable de rendre complètement transparent par exemple un cerveau et de faire un marquage pour les neurones à GnRH. Donc, à l'aide d'anticorps, ça s'appelle des marquages immunohistochimiques. Donc, on baigne ce cerveau dans un liquide où il y a des anticorps qui vont reconnaître la GnRH, qui vont être marqués en vert, par exemple. Après, on va rendre transparent le cerveau et ça fait qu'on va voir dans ce cerveau où sont localisés ces neurones verts, où est-ce qu'ils se projettent, etc. Et maintenant, on est même capable d'aller au-delà, on est même capable de transparentiser des têtes entières. Du coup, grâce à cette méthode de transparentisation et ce marquage immunohistochimique, eh bien, on est capable de voir s'il reste encore, enfin, la communication entre le nez et le cerveau, et est-ce qu'il reste encore des neurones à GnRH dans le nez. Et Paolo a découvert qu'en effet, à l'âge adulte, il y avait encore des neurones à GnRH dans le nez, donc il n'avait pas migré. Non seulement ça, mais que les neurones à GnRH qui sont dans le cerveau gardent un lien physique avec l'épithélium olfactif, même à l'âge adulte. Nous avons montré que ces neurones en fait, sont importants, au moins chez la souris. On pense aussi chez l'homme parce qu'on retrouve aussi ces cellules chez l'homme. Et nous avons montré que ces cellules en fait, ils font les liens entre certaines odeurs et les comportements liés à la fonction de la reproduction, du choix du partenaire pour la fonction du mating, du couplement. En fonction des espèces, il y a des espèces qui sont plus ou moins sensibles aux odeurs sociales qu'on appelle, donc c'est les phéromones. Donc, et il y a, par rapport aux odeurs non sociales, comme celle du chocolat et de la vanille, par exemple. Les souris, notamment, sont extrêmement sensibles
à ces odeurs sociales. Et notamment, il est possible d'induire l'ovulation chez une souris si on la met en présence de phéromones mâles, en fait. Il y a un autre effet tout à fait impressionnant. Si on accouple une femelle souris qui est déjà gestante avec un mâle, enfin si on les met ensemble, eh bien le mâle va émettre des phéromones qui vont induire l'avortement de la portée qui n'est pas la sienne. Ça s'appelle le bruise effect. Donc ça, vous voyez, les phéromones ont un effet extrêmement puissant. Et là, Paolo a montré que ces phéromones étaient capables d'activer les neurones à GnRH dans le cerveau. Vous arrivez à la fin de ce premier épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à regarder la suite, l'épisode 2, l'épisode 3 et why not le bonus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voire à laisser un petit commentaire et surtout à partager la vidéo. Je vous dis à bientôt.